25%. C'est le taux de perte moyen lors d'une charge frontale de l'infanterie japonaise. Pourquoi leurs tactiques habituelles ne fonctionnaient plus? À première vue, une supériorité numérique écrasante, mais en réalité, un barrage de feu infranchissable. L'armée impériale disposait d'une méthode redoutable, des charges agressives destinées à submerger les défenseurs avant même qu'ils n'aient le temps de riposter. Cette stratégie avait fonctionné contre toutes les autres armées. Mais face aux lignes américaines dans le Pacifique, tout a basculé. Les assauts qui auraient dû briser les lignes étaient littéralement découpés. Les soldats japonais tombèrent par centaines. Leurs officiers ne comprenaient pas. Ils voyaient leurs hommes s'effondrer sous un déluge de plomb sans précédent. La réponse tenait en une seule arme. Le soldat américain possédait un avantage technologique unique au monde. Il était le premier à porter un fusil semi-automatique en dotation standard. Pour chaque tir japonais, l'Américain en envoyait 8. Au début, les troupes japonaises étaient terrifiées. Puis, elles ont cherché des solutions pour contrer cette puissance de feu. Ce que les deux camps allaient inventer allait porter l'horreur des combats dans le Pacifique à un niveau jamais vu. Les événements s'accéléraient. À l'issue de la Première Guerre mondiale, les états-majors du monde entier s'étaient posé une question brutale. Pourquoi l'infanterie se battait-elle encore avec des fusils datant du siècle dernier? En France et en Belgique, la mitrailleuse et l'artillerie dictèrent leurs lois. Pendant ce temps, le fantassin moyen devait encore actionner manuellement un verrou entre chaque tir. Le geste était lent, trop lent. Les Américains observaient leur fusil M1903 Springfield. C'était une arme fiable, précise, mais limitée dès que le combat devenait sérieux. Il fallait quelque chose de plus rapide. L'objectif était clair. Un fusil capable de tirer à chaque pression sur la détente sans manipulation manuelle. Il fallait donner à chaque homme la puissance d'une unité entière, mais sans le poids mort et les besoins en personnel d'une mitrailleuse lourde. En l'an 1919, l'armée des États-Unis a lancé officiellement ses recherches. Pourtant, la technologie semi-automatique n'était pas une invention récente. Des fabricants comme Remington et Winchester vendaient déjà ces modèles aux chasseurs depuis le début des années 1900. Le problème était purement technique. Les ingénieurs devaient faire fonctionner ce mécanisme avec la munition imposée par l'armée, la 30-06 Springfield. C'était une cartouche puissante, longue et difficile à canaliser dans un système automatique léger. L'erreur était interdite. Le projet allait prendre des années. Sur les plans d'époque, on voit des mécanismes complexes, des ressorts massifs et des prototypes qui s'enraient. Le défi technique était immense. L'histoire de l'infanterie était sur le point de changer. 25 milliards de cartouches. C'était le volume colossal des stocks de munitions calibre 30-06 après la Grande Guerre. L'armée américaine refusait de s'en séparer. La munition était puissante, précise à longue distance et frappait avec une force brutale. Mais ce choix logistique imposait un défi technique presque insoluble. Le 30-06 générait une pression de chambre phénoménale. La charge de poudre était massive. Pour tirer cette munition en mode semi-automatique, un fusil devait encaisser des chocs mécaniques extrêmes sans voler en éclats. À cette époque, les modèles civils étaient incapables de supporter un tel traitement. Ils utilisèrent des cartouches de chasse bien plus faibles pour de courtes distances. Les ingénieurs se heurtaient à un mur. Dès qu'on tentait de renforcer une arme pour la munition militaire, elle devenait trop lourde pour un fantassin. À l'image, un bloc d'acier massif, intransportable sur le champ de bataille. La France avait déjà tenté l'expérience pendant le conflit avec le modèle RSC 1917. 86 000 exemplaires sont sortis des usines. Le résultat a été un désastre technique. Le fusil était trop long et son poids épuisait les troupes. Pire encore, son système de récupération des gaz s'encrassait à une vitesse record. On entend le bruit métallique d'un mécanisme qui se bloque. Après seulement 100 tirs, l'arme s'enrayait systématiquement. Les soldats français méprisaient ce fusil. Pour pouvoir l'utiliser, beaucoup soudaient le système de gaz pour transformer l'arme en simple fusil à verrou. Au début des années 20, le constat des experts était sans appel. Créer un fusil semi-automatique fiable pour une munition de pleine puissance était jugé techniquement impossible. Mais en 1919, John Garand arrive à l'armurerie de Springfield. Il change radicalement de méthode. Son idée, un système à emprunt de gaz conçu spécifiquement pour absorber la violence de la détonation. Le principe est mécanique. Lors du tir, une fraction des gaz est déviée vers un cylindre situé sous le canon. La pression pousse un piston relié à une tige d'armement. Ce mouvement fait reculer la culasse, éjecte l'étui vide et chambre une nouvelle cartouche.
Le secret résidait dans la répartition de l'énergie. Le système de Garand dispersait les forces de manière contrôlée. Aucune pièce unique ne subissait l'intégralité du choc. Le problème qui avait vaincu tous les ingénieurs mondiaux venait de trouver sa solution. Pourtant, un détail a failli changer le cours de l'histoire. Au milieu du développement, l'état-major envisage sérieusement d'abandonner le calibre 30-06. Les tests se portent sur une munition plus légère, le 276 Pedersen. Ce calibre offrait des avantages réels. La pression était plus basse, le recul moins violent et le fusil de Garand pouvait alors contenir 10 cartouches au lieu de 8. À première vue, le changement était logique, mais en réalité, la bureaucratie l'a emporté. Le chef d'état-major de l'armée a personnellement annulé le projet à cause des stocks de munitions existants. John Garand a dû reprendre ses plans à zéro pour adapter son mécanisme au 30-06. Cette décision technique a réduit la capacité du chargeur de 10 à 8 coups. Ainsi estonné le fusil qui allait équiper les troupes américaines sur tous les fronts. Une arme lourde, complexe, mais capable de tirer sans s'arrêter. Le 9 janvier 1936. C'est à cette date que l'histoire de l'infanterie bascule. Ce jour-là, l'armée américaine adopte officiellement le fusil calibre 30 M1. C'est une première mondiale. Pour la première fois, une grande puissance militaire fait d'un fusil semi-automatique son arme standard. Pourquoi cette arme a-t-elle changé la donne? Le secret réside dans des choix techniques radicaux. À l'image, un fusil massif, du bois sombre et de l'acier lourd. Sur le nom, le débat fait rage depuis des décennies. Faut-il dire Garand, comme son inventeur, ou Girand? La plupart des gens écorchent le nom. Nous utiliserons la prononciation correcte, Garand. Le point le plus singulier du M1 est son système d'alimentation par clip en bloc. À l'époque, les officiers supérieurs refusent catégoriquement les chargeurs amovibles. Ils ont une crainte précise, que les soldats perdent les chargeurs sur le terrain. Ils redoutent aussi que la poussière s'engouffre dans le mécanisme ouvert. À première vue, un choix archaïque, mais en réalité, une mécanique de précision. John Garand conçoit donc un magasin interne fixe. Il utilise un clip en acier embouti en forme de U. Ce clip maintient 8 cartouches empilées verticalement. Pour charger, la procédure est mécanique. Le soldat bloque la culasse en position arrière. Il insère le clip par le haut. Il appuie fort avec le pouce jusqu'au clic. Une pression sur la culasse et le premier coup est chambré. Le mécanisme est fluide. À chaque tir, la culasse recule et revient seule. Puis vient le moment fatidique. Au 8e coup, la magie opère. Le clip vide est expulsé vers le haut avec un bruit métallique sec. On entend le bruit, un ping cristallin qui résonne sur le sol. La culasse reste bloquée. Le fusil est vide, prêt pour 8 nouvelles balles. Mais cette puissance a un prix, le poids. À vide, l'arme pèse déjà 4 kg et 300 grammes. Ajoutez un clip plein, une sangle et une baïonnette et vous portez près de 5 kg. Les témoignages d'archives sont unanimes. Un vétéran raconte « Quand on m'a donné le M1 pour la première fois, j'ai cru qu'il était en plomb. L'armée sait que c'est trop lourd pour les équipages de chars ou les radios. C'est pour cette raison qu'ils créeront plus tard la carabine M1, plus légère. Mais ce poids n'est pas inutile. Il stabilise l'arme. Un soldat entraîné peut lâcher 40 à 50 tirs précis par minute à 270 mètres. À titre de comparaison, un fusil à verrou classique ne permet que 10 à 15 tirs. Le M, un triple la puissance de feu pratique. Une différence vitale quand les balles commencent à siffler. L'adversaire est submergé par le plomb avant même d'avoir pu recharger. Le champ de bataille venait de changer de rythme. 8 décembre 1941. Les Japonais envahissent les Philippines. C'est ici, dans la jungle et la poussière, que la légende du M1 Garand commence réellement. Pourquoi ce fusil a-t-il changé la donne? Les interrogatoires de prisonniers japonais révèlent un choc total. Les soldats impériaux demandent aux Américains comment chaque fantassin peut porter une mitrailleuse. Ils sont convaincus d'affronter des unités entières équipées d'armes automatiques. La réalité est différente. C'est simplement le volume de feu du Garand. Un tir soutenu, rapide, incessant. Pour les Japonais, la confusion est totale. Ils ne comprennent pas qu'un simple fusil semi-automatique puisse saturer le champ de bataille de cette manière. Le département de la guerre reçoit des rapports précis. Le Garand fonctionne sans aucun défaut mécanique majeur. Dans les trous de combat, malgré la poussière et la boue, le mécanisme ne s'enraye pas. Certains fusils tirent presque sans interruption pendant une semaine entière. Aucun nettoyage, aucune pause. L'arme encaisse tout. À l'image, des soldats accroupis dans la terre grasse, tirant jusqu'à la surchauffe du canon.
Mais la logistique ne suit pas toujours. Aux Philippines, les munitions de calibre 30-06 sont là, mais un accessoire manque cruellement. Les clips en bloc de 8 cartouches. Chaque soldat transporte environ 160 balles. Le problème, il n'y a pas assez de clips pour toutes les charger. Les hommes doivent récupérer des cartouches sur des lames chargeurs de Springfield prévues pour 5 coups. Ils insèrent les balles une par une, à la main, dans les clips vides du garand. Ils font cela sous le feu ennemi, les doigts tremblants. C'est une faille logistique brutale dans une situation déjà critique. À première vue, une supériorité technique écrasante. Mais en réalité, un simple morceau de métal manquant paralyse l'infanterie. Une fois les problèmes de ravitaillement réglés, les tactiques japonaises s'effondrent. Leurs charges frontales, autrefois terrifiantes, sont fauchées. Un seul soldat américain génère désormais 3 fois plus de feu qu'un fusilier équipé d'un verrou manuel. Le rapport de force bascule définitivement. Pourtant, l'arme impose ses propres règles. La plus célèbre, le pouce du garand. Si le soldat charge mal son clip, la culasse se referme violemment. Le mécanisme broie littéralement le pouce contre le métal. La force est suffisante pour fracturer l'os ou arracher l'ongle. Sur le front, l'accident est rare. Mais à l'entraînement, c'est un rite de passage. Les recrues apprennent la bonne technique par la théorie ou par une douleur atroce. Une erreur qu'on ne commet qu'une seule fois. Le rythme des combats s'accélère. Les Japonais tentent de s'adapter, mais le retard est déjà trop grand. L'histoire s'est écrite ainsi, un chargeur après l'autre. 8 cartouches dans le chargeur. C'était la norme, mais c'était aussi un problème majeur sur le terrain. Le remplissage partiel était un cauchemar logistique pour le soldat. Pourquoi ce système était-il un piège? La mécanique ne permettait aucune erreur de calcul. Une fois que vous aviez tiré 4 ou 5 munitions lors d'un accrochage, le doute s'installait. Impossible de savoir avec précision combien de balles restèrent dans l'arme. Le soldat se retrouvait face à un dilemme technique sous le feu ennemi. S'il voulait repartir à l'assaut avec une arme pleine, il n'avait que 2 solutions radicales. La première, éjecter manuellement le clip entier et perdre les munitions restantes dans la boue. La seconde, tirer les dernières balles dans le vide pour vider le fusil. Dans les 2 cas, c'était un gâchis de ressources. Pire, tirer inutilement révélait sa position exacte à l'adversaire. À l'image, on voit le soldat lutter avec le mécanisme métallique. Des techniques existaient pour insérer des cartouches une par une dans un clip à moitié vide, mais elles demandaient d'utiliser ses 2 mains. C'était lent, c'était complexe. En plein combat, alors que les balles sifflent, c'était tout simplement irréalisable. À cela s'ajoute le célèbre bruit métallique, le fameux ping. La légende raconte que les soldats ennemis attendaient ce son précis pour charger l'Américain au moment où il rechargeait. Mais la réalité du terrain était différente. Dans le chaos des explosions, des cris et des tirs de mitrailleuses, ce bruit était presque inaudible. Les vétérans sont formels. Au-delà de quelques mètres, personne n'entendait l'éjection du clip. À première vue, un défaut fatal. Mais en réalité, un risque limité. Cependant, dans la jungle épaisse du Pacifique, les règles changeaient. Les combats se déroulaient parfois à une distance de 3 ou 4 mètres. Dans ce silence lourd, le moindre choc métallique devenait un signal. Un vétéran raconte « L'ennemi pouvait bondir avec sa baïonnette dès qu'il entendait le clip sauter. Pour contrer cela, les Marines ont dû s'adapter. Ils ne combattaient pas plus seuls, ils travaillaient en binôme. Pendant qu'un homme rechargeait nerveusement, son coéquipier gardait son arme braquée vers la jungle. Certains soldats utilisaient même le bruit comme un piège. Ils jetaient un clip vide au sol pour simuler un rechargement et forcer l'ennemi à se montrer. Mais les preuves historiques manquent. Rien ne prouve que cette ruse était une pratique généralisée ou réellement efficace. L'histoire du corps des Marines avec le M1 Garand a commencé par une méfiance totale. Le commandement craignait une chose, le gaspillage. Il pensait là que le tir semi-automatique détruirait la discipline de tir des soldats. Pour eux, tirer vite signifiait tirer mal. Mais le premier contact avec le feu ennemi a tout changé. L'obsession pour le Garand est devenue virale. Les Marines arrivés avec de vieux fusils Springfield à verrou ont commencé à improviser. Ils échangèrent leur équipement contre des Garands. Certains s'introduisaient dans les campements de l'armée de terre pour troquer du matériel. D'autres abandonnaient simplement leur vieux Springfield pour s'emparer d'un M, un laissé sans surveillance. La supériorité technique était devenue une évidence pour l'homme de base. L'arme est devenue polyvalente. Les Marines ont massivement utilisé le lance-grenade, M, 7 montés directement sur le canon. Dans les montagnes, cette combinaison était redoutable.
Les grenades à fusil permettaient de déloger les défenseurs enterrés dans des positions inaccessibles au tir direct. Mais pour comprendre l'impact réel du Garand, il faut changer de camp. Il faut regarder ce que le Japon alignait en face, car c'est en analysant l'équipement nippon que l'on comprend pourquoi le M, un Garand, est devenu leur pire cauchemar. Ainsi s'est imposée la domination américaine sur le champ de bataille. 1905. C'est l'année où le Japon adopte son fusil standard, le type 38 Arisaka. L'arme mesure 1,27 m. C'est l'un des fusils les plus longs de toute la Seconde Guerre mondiale. Il utilise une cartouche de 6,5 par 50 mm. Ce calibre ne produit presque aucun recul. Un avantage majeur pour les jeunes recrues sans expérience. Le type 38 possède un magasin interne de 5 cartouches. Le rechargement se fait par lame chargeur. Un soldat entraîné tire 10 à 15 coups ajustés par minute. En situation d'urgence, il peut monter jusqu'à 30. Pourquoi changer une arme qui semble fonctionner ? La réponse se trouve sur les champs de bataille de Chine. Dans les années 30, les officiers japonais font un constat brutal. Le 6,5 mm manque de puissance. Il est surclassé par les munitions de 7,7 mm de leur propre mitrailleuse lourde. Pire encore, les nationalistes chinois utilisent des cartouches Mauser de 7,92 mm. Les balles lourdes offrent une meilleure portée et une pénétration supérieure. Elles permettent aussi l'usage de balles traçantes ou perforantes bien plus efficaces. 1939. Le fusil type 99 entre en service. Son calibre passe au 7,7 par 58 mm. L'arme est plus courte et plus maniable que le modèle précédent. La nouvelle cartouche libère 18% d'énergie supplémentaire à la sortie du canon. À l'image, on remarque des innovations techniques réelles. Le type 99 est le premier fusil militaire au monde doté d'un canon chromé. C'est un choix stratégique pour les jungles humides du Pacifique. Le chrome empêche la corrosion et prolonge la durée de vie de l'arme. Mais ce n'est pas tout. Le fusil est équipé d'un monopode en fil de fer repliable pour stabiliser le tir couché. Plus étrange encore, il possède une hausse anti-aérienne avec des ailettes dépliables. L'idée est de permettre aux fantassins de viser les avions ennemis. Sur le terrain, l'efficacité est quasi nulle. Mais ce détail prouve une chose. Le commandement japonais redoute la supériorité aérienne alliée avant même le début des hostilités. À première vue, le Japon modernise son armement, mais en réalité, il crée un chaos logistique total. La transition vers le nouveau calibre n'est jamais terminée. Le type 38 et le type 99 restent en service simultanément. Les unités de ravitaillement doivent gérer deux types de munitions incompatibles. Sur le front, la confusion est constante. Les deux fusils se ressemblent énormément. Un soldat peut facilement recevoir les mauvaises cartouches en plein combat. L'erreur est interdite, mais elle devient inévitable. La situation empire avec le temps. À partir de 1944, la qualité de fabrication s'effondre. Le Japon manque de ressources. Les fusils de fin de guerre utilisent de l'acier de mauvaise qualité. Les finitions sont grossières. On abandonne le revêtement en chrome. Les soudures sont bâclées. À l'image, on voit des pièces de bois mal ajustées et des mécanismes qui accrochent. La défaite du Japon est de graver dans le métal de ses propres armes, mais le retard technologique n'est qu'une partie du problème. Le fossé entre le soldat américain et le soldat japonais est idéologique. Tout repose sur une doctrine radicale. On l'appelle le Seishin Kyoiku. Ainsi s'est achevée la supériorité technique de l'Empire. Seishin Kyoiku. Ce terme signifie « éducation spirituelle ». C'est le socle de l'armée impériale japonaise. Pourquoi un tel concept ? Les commandants ont transformé le vieux code Bushido en une doctrine de guerre moderne. L'idée de base est simple. Une volonté supérieure et une force mentale d'acier permettent de briser n'importe quel déséquilibre matériel sur le champ de bataille. Ce n'était pas une théorie abstraite, c'était une leçon d'histoire. En l'an 1904 et 1905, le Japon affronte la Russie. Les forces japonaises sont moins nombreuses, elles sont moins bien équipées. Pourtant, elles écrasent l'armée du tsar. Comment ? Par l'agression pure et ce qu'ils appellent l'esprit combatif supérieur. À l'image, des fantassins qui chargent sous les tirs. Cette philosophie s'est gravée dans l'ADN de l'infanterie. Leur doctrine officielle est catégorique. Le sommet du combat, ce n'est pas la puissance de feu. C'est la charge à la baïonnette. Tout le système d'entraînement est construit autour de cette idée fixe. Les exercices de baïonnette sont intensifs, ils sont brutaux. L'objectif est psychologique.
transformer chaque homme en une arme agressive, prête à briser la distance avec l'ennemi, quel que soit le prix à payer. C'est précisément pour cette raison que le fusil Type 38 est si long. L'arme mesure 127 cm. Ajoutez la baïonnette Type 30 de 40 cm. Vous obtenez une lance de près d'1,70 m. Sur le terrain, cela donne un avantage de portée massif au corps à corps. Le système entier est optimisé pour un seul but, s'approcher et finir le travail à la main. Dans les années 1930, en Chine, la méthode fonctionne. Face à un adversaire armé de vieux fusils à verrou, une charge déterminée peut submerger les lignes avant que les défenseurs ne réagissent. On encaisse des pertes pendant la course, mais on finit par briser le front. À première vue, une tactique imparable, mais en réalité, un suicide face aux Américains. La situation change radicalement dans le Pacifique. Les soldats américains disposent de fusils M1 Garand, de fusils automatiques Browning et de mitrailleuses lourdes. Le volume de feu est sans comparaison. Les balles déchirent les rangs japonais, bien avant qu'ils ne puissent utiliser leurs lames. Les charges qui réussissaient en Chine deviennent des carnages systématiques. L'organisation des escouades japonaises est elle aussi différente de celle des Américains. Tout tourne autour de la mitrailleuse légère. Elle est la source unique de puissance. Les fusiliers n'ont qu'un rôle secondaire. Ils protègent le tireur. Ils servent de bouclier. Surtout, ils transportent les munitions. Leur mission est de maintenir le flux de cartouches vers la mitrailleuse, sans interruption, coûte que coûte. Chaque homme porte des caisses supplémentaires sur son équipement. Si le pourvoyeur tombe, un autre prend sa place immédiatement. L'individu ne compte pas. Seul l'approvisionnement de l'arme automatique assure la survie du groupe. L'histoire s'est arrêtée là, dans la boue des îles du Pacifique. Munitions supplémentaires, protection rapprochée, remplacement des tireurs abattus. Dans une escouade japonaise, toute la puissance de feu reposait sur une seule arme, un seul point névralgique. Si la mitrailleuse s'arrêtait, l'unité entière devenait inoffensive. La doctrine américaine fonctionnait à l'opposé. Pourquoi une telle différence? La réponse tient en un nom, le M, un Garand. Une escouade typique de l'armée des États-Unis comptait 12 hommes, un chef de groupe, 10 fusiliers et un tireur d'élite équipé d'un fusil automatique BAR. Ici, la force de frappe était répartie sur chaque soldat. Chaque fusilier représentait une menace mortelle. Chacun pouvait délivrer un tir précis et soutenu de manière totalement autonome. À l'image, on voit une ligne de tir américaine. Si un homme tombe, le volume de feu ne diminue presque pas. Il n'y avait aucun maillon faible capable de paralyser l'unité. Pour tenter de compenser ce déséquilibre, l'état-major japonais a dû improviser. Ils ont misé sur l'infiltration nocturne, des attaques de nuit, des petits groupes de saboteurs, des tirs de harcèlement constant. L'objectif était d'utiliser l'obscurité pour créer un stress psychologique intense et masquer leur manque de puissance de feu. Mais ce n'était qu'un pansement, un moyen de contourner un problème qu'ils ne pouvaient pas affronter de face. Les Japonais savaient qu'ils perdaient la guerre technologique. Fin de l'an 1943. La marine impériale japonaise relance en urgence son programme de fusils semi-automatiques. La cible, équiper les forces de la Rikusentai, l'infanterie navale et les parachutistes d'élite. La décision est radicale. Ils allaient copier le M1 Garand directement. L'accès au modèle original n'était pas un obstacle. Après l'occupation de Manille en 1942, les troupes japonaises avaient mis la main sur des entrepôts entiers. Des milliers de fusils M1 abandonnés après la reddition de Bataan. Sur les photos d'archives, on voit des caisses de fusils américains empilées par les vainqueurs. Une partie de ce butin de guerre est immédiatement expédiée vers le Japon. Les armes sont stockées à l'arsenal de Yokosuka. Au début de l'an 1944, la phase de rétro-ingénierie commence. Les ingénieurs sélectionnent 10 de ces fusils capturés. Ils les posent sur les tables de travail. Chaque pièce est mesurée. Chaque ressort est analysé. L'ordre était clair, reproduire l'arme qui était en train de les anéantir. Mais le temps pressait. L'année 1944. Les ingénieurs japonais examinent des fusils M1 Garand capturés sur le champ de bataille. Ils modifient les chambres pour utiliser la munition Arisaka de 7.7 par 58 mm. Les premiers tests de tir semblent de prometteurs. La décision est prise. Il faut copier l'arme américaine. Pourquoi copier l'ennemi? Le commandement exige une puissance de feu semi-automatique immédiate. La société Washino Kikai est chargée du projet. L'objectif est clair, une production de masse sous le nom de Type 4. Mais la réalité technique brise rapidement l'enthousiasme des officiers. À première vue, une copie conforme, mais en réalité, un échec mécanique total.
Le premier obstacle est le système d'alimentation. Le clip standard de 8 cartouches du Garand refuse de fonctionner avec les dimensions de la munition japonaise. Les balles se coincent, le mécanisme s'enraye. Les ingénieurs abandonnent le clip en bloc et installent un magasin interne fixe de 10 cartouches. Le rechargement se fait désormais par le haut avec 2 lames chargeurs de 5 coups. Mais un problème plus grave paralyse le projet. La munition japonaise de 7,7 mm produit un recul plus faible que la cartouche américaine 30-06. L'impulsion de gaz est insuffisante. Le verrou ne recule pas assez loin pour terminer son cycle. Sur le banc d'essai, on observe. L'arme ne parvient pas à éjecter les étuis vides. La culasse reste bloquée à mi-course. Le fusil s'arrête de tirer après chaque coup. On appelle cela un cycle court. Les ingénieurs de l'usine Washino Kikai s'acharnent sur le mécanisme. Ils modifient les ressorts et les évents de gaz. Rien ne fonctionne. Les pièces se brisent sous la pression des tests répétés. Les incidents de tir se multiplient. Les rapports s'accumulent sur les bureaux de la direction, mais aucune solution technique n'émerge. La situation a empiré. L'usine reçoit l'ordre brutal de stopper les recherches. La priorité change. Il faut désormais produire des moteurs d'avion pour défendre l'archipel. Des pièces pour 200 fusils sortent des machines, mais seuls 125 exemplaires sont assemblés manuellement. Ensuite, le ciel s'enflamme. Les bombardements américains écrasent les infrastructures industrielles restantes. En août 1945, le Japon capitule. Le Type 4 n'a jamais tiré une seule balle en combat réel. Il reste une curiosité historique dans les entrepôts. Pendant ce temps, le M, un Garand original, continue sa carrière. Il reste le fusil standard des soldats américains pendant toute la guerre de Corée. Il équipe la majorité des troupes des Nations Unies durant le conflit. Mais à la fin des années 50, l'arme commence à montrer son âge. En 1957, l'armée américaine retire officiellement le Garand du service actif. Son remplaçant est le M14. Le concept est simple, une version modernisée du Garand adaptée à la nouvelle cartouche 7.62 autant. John Garand lui-même participe au développement de cette nouvelle arme avant de prendre sa retraite en 1953. L'erreur était interdite, mais le M14 va pourtant échouer. Il connaîtra la durée de service la plus courte de toute l'histoire des fusils d'infanterie américains. Le concept même de la cartouche de forte puissance devient obsolète. Le monde militaire bascule vers des munitions plus petites, plus légères et plus rapides. L'ère des grands fusils de guerre touchait à sa fin.